Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu, un texte qui suscite un débat national majeur, la loi 59-24 sur l'enseignement supérieur. Présentée comme un pilier du pacte ESRI 2030, cette réforme ambitionne de transformer en profondeur l'université marocaine. Gouvernance, autonomie, internationalisation, place du privé, numérique, employabilité, qualité, statut des enseignants-chercheurs, autant de chantiers structurants qui interrogent le modèle même de notre enseignement supérieur. Sommes-nous face à une modernisation technique nécessaire ou à un véritable changement de paradigme? Cette loi renforce-t-elle l'autonomie des universités ou introduit-elle de nouveaux mécanismes de contrôle? Favorise-t-elle l'ouverture et l'excellence ou risque-t-elle d'accélérer une forme de marchandisation du savoir? Et pour en débattre, nous avons nos deux invités ici présents. Je commence par ma droite, Monsieur Nasser Naji. Vous êtes président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Un plaisir partagé, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis à ma gauche, Monsieur Abdessamad Fatmi, vous êtes auteur et expert en politique publique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté également cette invitation. Merci. Alors, je vais commencer par un petit tour de table avec vous deux. Cette loi 59-24, que représente-t-elle? Selon vous, Monsieur Naji, est-ce que c'est une réforme structurante qui était nécessaire ou est-ce que c'est un texte qui est problématique? Je pense qu'il faut d'abord rappeler le contexte. La loi 59-24 vient dans un contexte caractérisé par une vision stratégique 2015-2030, la loi cadre 51-17, qui constitue les référentiels de la réforme. Donc ça veut dire que toute loi, toute nouvelle loi doit se conformer à ces référentiels. Deuxième chose, c'est que la loi 59-24 vient après presque un quart de siècle de l'ancienne loi 0100 qui régit depuis 25 ans l'espace de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Maroc. Ça veut dire que nous sommes devant une restructuration du paysage de l'enseignement supérieur. Et cette restructuration, normalement, il devrait être en phase avec ce qui est stipulé dans la loi cadre. Mais ça, c'est théoriquement. En pratique, lorsqu'on voit cette nouvelle loi, lorsqu'on décortique les 113 articles de cette nouvelle loi, nous sommes devant, je peux dire, un lifting de la loi actuelle, 0100, une sorte de cosmétique législative, mais il n'y a pas vraiment de réforme profonde du système de l'enseignement supérieur. On peut bien sûr le débattre sur ce sujet après, en voyant les détails de cette constatation, mais je peux déjà dire que nous n'avons pas saisi l'occasion, l'opportunité de faire une vraie réforme du système éducatif parce que nous savons que la loi de l'enseignement supérieur, c'est elle qui va gérer le système de l'enseignement supérieur pendant plusieurs années, si on ne dit pas des décennies. Donc il fallait avoir une sorte de perspective d'avenir, être capable de voir les défis réels du système de l'enseignement supérieur, les différents challenges de ce système, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les vrais défis du monde de demain. Ce sont des défis très sérieux. Un monde caractérisé par l'intelligence artificielle, par
la révolution numérique, par d'autres révolutions qui concernent la technologie, mais également des révolutions qui concernent même la vie des gens, la société en général, la culture, etc. Donc il fallait avoir l'audace de se projeter vraiment dans l'avenir. Avoir l'audace. Et de proposer une vraie rupture avec la réalité actuelle des choses. On va y revenir de ce terme rupture précisément. En tout cas, avoir l'audace, comme vous l'avez dit, de se projeter vers l'avenir. Vous répondez plus ou moins à ma question. Réforme structurelle, oui. Qui était nécessaire, oui. Mais vous restez sur votre faim. Vous pensez que, en tout cas, on aurait pu faire mieux avec cette réforme. Monsieur Fatmi, une réforme donc pour vous structurante, nécessaire et au texte problématique, polémique, devrais-je dire peut-être? Absolument. Alors, tout d'abord, je ne vais pas revenir sur ce que M. Nagy a précisé par rapport à l'historique. La contextualisation. La contextualisation, oui. Effectivement, ça vient après pratiquement un quart de siècle, après la loi 0100. Donc, il était temps effectivement, de réfléchir à un nouveau cadre face à un monde qui évolue constamment. Je crois que sur cela, il n'y a pas... Donc pour moi, c'est une loi qui s'inscrit, je dirais, dans la continuité et dans l'évolution nécessaire. Il est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport au timing, surtout que, bon... je ne sais pas combien de mois effectifs restent au gouvernement actuel. Il est vrai que le fait de proposer une telle loi qui nécessite encore du travail en termes de promulgation, d'implémentation, peut-être ça aurait pu être un peu plus judicieux de prévoir ce travail un petit peu avant. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réjouir. Moi, j'utiliserai ce mot. Vous restez optimiste. Absolument, absolument. Je sais que c'est une loi qui a suscité et qui suscite toujours un débat, comment dirais-je, assez virulent par rapport aux réactions qu'on voit de la part des syndicats, qui sont compréhensibles. Mais je crois qu'il faut justement aller dans le détail. Il faut aller dans le détail de ce que propose cette loi. Donc je reste optimiste. Je dirais aussi que, et justement, M. Nagy l'a mentionné, aujourd'hui, le monde change, mais d'une manière très très rapide. Et vous avez mentionné effectivement les défis posés par l'intelligence artificielle. Maintenant, cette loi, à mon avis, elle propose comment dirais-je, un cadre pour pouvoir réagir à ce nouveau monde, notamment par rapport à toute la partie sur la digitalisation, sur l'enseignement à distance, sur l'enseignement hybride, mais je crois qu'on reviendra sur ces détails. En tout cas, voilà, moi je reste plutôt sur le côté optimiste. Vous restez optimiste, un cadre pour, vous l'avez dit, réagir à ce monde aujourd'hui en pleine mutation. Monsieur Nagy, donc cette loi s'inscrit dans le pacte ESRI 2030, je vous le disais tout à l'heure, on est dans une continuité des réformes déjà entreprises. Pourquoi ne peut-on pas parler de rupture? Pour revenir au terme que vous avez abordé tout à l'heure. Parce qu'il ne faut pas s'inscrire dans des stratégies qui sont, je dirais, éphémères. Il faut s'inscrire dans des réformes profondes. Et la réforme profonde, c'est celle prônée par la loi cadre 51-17. Et à ce niveau, on peut dire qu'il y a plusieurs décalages. Même il y a on peut même dire que nous sommes en face d'une anticonstitutionnalité par rapport à la loi supérieure, qui est la loi cadre, qui gère et qui pose les directives qui doivent être suivies par toute loi qui, en sorte, c'est une loi applicative
de la loi C'est cadre. des termes forts que vous employez, Oui, anticonstitutionnalité. parce que si on ne respecte pas la loi cadre, nous sommes hors la loi cadre. Si je ne dis pas Donc hors pour la vous, loi. on n'est pas dans une continuité peut-être? Oui. On est dans Il y a quoi? d'abord, si on revient à la loi cadre, il y a des dispositions fortes. Dispositions fortes qui concernent l'enseignement en général et l'enseignement supérieur en particulier. Parce qu'il faut rappeler que la loi cadre n'est pas une loi sectorielle. C'est une loi qui concerne le système éducatif en entier. Donc il a prôné une approche systémique qui concerne toutes les composantes et qui doit être appliquée à une composante, doit être appliquée aux autres composantes, sauf s'il y a une spécificité dans la loi cadre. Alors, quels sont les éléments fondamentaux qui ont été négligés par la loi cadre? Le premier, c'est la fragmentation. Il y a une fragmentation du système éducatif, surtout l'enseignement supérieur. Dans la loi cadre, on stipule qu'il faut regrouper toutes les composantes de l'enseignement supérieur. Dans cette loi, au lieu de regrouper, nous avons fragmenté. En plus de ça, nous allons pérenniser la fragmentation de l'enseignement supérieur par l'instauration de ce qu'appelle la loi 59-24 les établissements sectoriels. Ce sont des établissements qui appartiennent à d'autres secteurs, ils n'appartiennent pas à l'enseignement supérieur, et donc nous sommes en train d'institutionnaliser la fragmentation de l'enseignement supérieur. Si vous permettez, on va faire en sorte que M. Fatemi rebondisse sur ces propos. Donc, une fragmentation actuellement du système éducatif qui devrait être pérennisée dans le temps. C'est ce que propose, selon M. Nagy, cette loi aujourd'hui. Alors, sincèrement, je ne vois pas exactement à quoi fait référence M. Nagy quand il parle de fragmentation. Je ne sais pas s'il parle c'est-à-dire le système éducatif supérieur marocain, tel on l'a connu depuis des décennies, avec ses composantes publiques et privées, et dont le public, avec ses composantes d'institutions à accès limité et d'autres à accès régulé. Je ne sais pas si de ça, vous faites référence à ça. Je fais référence plutôt aux établissements qui appartiennent, qui sont sous le tutelle d'autres secteurs, d'autres ministères. Oui, parce que alors, ce qu'on appelle actuellement les établissements non affiliés à l'enseignement supérieur. À l'enseignement supérieur, non affiliés à l'université. Qu'est-ce que vous proposez, M. Nagy? Exactement. C'est pour moi qui propose. C'est la loi cadre. C'est la loi cadre qui dispose. La loi cadre dit qu'il faut regrouper tous les établissements de l'enseignement supérieur sous une seule tutelle qui est le ministère de l'enseignement supérieur, et non pas dispatcher ou bien fragmenter cet enseignement supérieur qui est déjà fragmenté. Donc il fallait au moins mettre dans la loi, ça peut prendre des années, ça peut prendre des décennies, mais il fallait mettre l'assise juridique dans la loi 59-24, mettre une disposition qui stipule qu'il faut regrouper les établissements de l'enseignement supérieur sous le tutelle de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur. Une centralisation, M. Fatemi, justement? Alors, je réagirai de différentes manières, effectivement. Alors, primo, en revenant à la loi cadre. Alors, je dirais en passage que j'étais là, c'est-à-dire je faisais partie de l'équipe d'un ancien ministre qui avait travaillé sur la feuille de route, ou plutôt sur la vision stratégique 2015-2030 et sur la loi cadre. Donc j'ai vécu ce processus et si on fait référence à la loi cadre, il s'agit d'un document d'une trentaine de pages qui ne va pas dans les d'ailleurs, moi, dans les détails. D'ailleurs, on a souvent reproché à cette loi de ne pas apporter des échéances précises. On parle de la loi cadre. De la loi cadre. Quelles sont les priorités,
quelles sont disons, les mesures urgentes, qu'est-ce qui vient dans le moyen terme, qu'est-ce qui vient dans le long terme. Mais je crois que les architectes de ce document l'ont voulu ainsi, parce que je ne crois pas que l'idée a été de tout cerner, mais en fait, c'est d'avancer, de traduire la vision en des actions concrètes, mais sans pour autant aller dans le détail, donc le plus fin. En tout cas, ça, on peut revenir. Deuxième question. Donc on s'attendait déjà à une continuité. Oui. Est-ce que vous voyez une continuité aujourd'hui avec ce nouveau texte? Alors, avec ce nouveau texte, je ne vois pas forcément de rupture. Je peux comprendre la réaction, surtout des syndicats, par rapport à un certain nombre de revendications. Je ne crois pas d'ailleurs que cette question sur ce que M. Nagy appelle la centralisation des institutions soit fasse partie des revendications majeures, parce que je crois que les syndicats ils sont plutôt concernés par les questions relatives à la gouvernance. Mais là, c'est une lecture analytique de M. Nagy, n'est-ce pas? Non, c'est une lecture de la loi cadre. La loi cadre, elle fixe des orientations. Il n'a pas, la loi cadre n'a pas pour vocation de mettre en place des dispositions précises. Elle donne des orientations. C'est la loi ordinaire qui doit mettre en application ces orientations. Donc il est clair dans la loi cadre cette orientation de regroupement, pas centralisation, c'est regroupement des établissements. Donc on est bien, selon vous, dans une rupture aujourd'hui? Nous sommes dans un conflit par rapport à la loi cadre. Nous sommes en déphasage par rapport à la loi cadre. Il y a un autre élément que je voulais soulever qui est aussi source de déphasage, c'est la question de l'organe qui doit superviser les programmes. Il y a un comité permanent des programmes qui est stipulé par la loi cadre et qui devrait être l'organe suprême pour superviser l'élaboration du programme d'études, des curricula dans les différents cursus de formation. Malheureusement, cet organe a été court-circuité. Il n'a même pas été mentionné dans cette loi 59-24. Et au contraire, nous sommes restés dans la même logique qui régit les programmes dans la loi 01-000. Il n'y a pas de changement à ce niveau. Donc il y a une continuité. On peut même dire qu'il y a une continuité dans la plupart des dispositions, des stratégies, des politiques qui ont été dans la loi 01-00. À part quelques éléments qui sont dans la nouvelle loi, il n'y a pas beaucoup d'éléments de rupture. On peut parler par exemple de la mise en place des établissements à but non lucratif, par exemple. Et ça, ce n'est pas vraiment un élément nouveau, c'est seulement une façon de mettre dans la loi quelque chose qui existe dans la réalité. Parce que ces établissements, ils existaient depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, nous avons mis en place une assise juridique pour le fonctionnement de ces établissements à but non lucratif qui sont maintenant introduits dans la loi 59-24. Donc, mis à part la fragmentation qui est un point de rupture, on est plutôt dans une continuité. Monsieur Fatmé, vous voulez rebondir par rapport à ces propos? Non, sincèrement, j'aimerais que notre discussion aujourd'hui puisse un petit peu refléter et parler la réalité du terrain. La réalité et surtout refléter un petit peu le débat existant. Peut-être, si on peut résumer, les éléments aujourd'hui qui font objet de discussion sans effectivement la partie de l'autonomie des institutions. Et là, on fait référence à ce qu'on appelle la tutelle externe, avec les conseils
aujourd'hui de gouvernance, c'est-à-dire plutôt les conseils de surveillance. Et là, je sais que ça pose problème. Il y a aussi des revendications par rapport au manque de concertation. J'ai également entendu, bien sûr, il y a tout un débat sur ce qu'on appelle la marchandisation de l'université, et il y a finalement la partie par rapport à ce qu'ils appellent la précarisation du corps enseignant. Je crois que ces 4 axes résumeraient le vrai débat aujourd'hui, qui est en partie porté par les syndicats et auquel j'aimerais qu'on puisse apporter des réflexions. Alors, on va commencer par quelques éclaircissements. Donc, vous avez bien cité l'autonomie des institutions, le manque de concertation, le merchandising ou la marchandisation de l'université, puis le corps enseignant. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une modernisation, pour rester sur ce point technique, ou on est dans un changement réel de paradigme dans la gestion des universités? Voilà. Alors, je commencerai peut-être par cette partie relative à la gouvernance, qui a suscité un débat par rapport à la création d'un nouvel organe qui est appelé Conseil Majlis al-Oumana, le Conseil, je l'appellerai comment? Des amis. Non. Bon, si vous l'appelez Conseil des... Alors, la première chose que je dirais, c'est que la création de telles structures n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, toutes les universités anglo-saxonnes sont gérées à l'aide de conseils de surveillance. Ces conseils où siègent les représentants, bien entendu, des autorités locales, mais également les représentants du secteur privé, la société civile, les experts, les professionnels, ne font que aider, disons, dans la partie stratégique, dans la vision stratégique de l'université. Sincèrement, je vois, bien sûr, tout dépend de l'implémentation, tout dépend de la place qu'occuperait un tel corps, comment dirais-je, une telle structure, mais il y a moyen à ce que l'université puisse bénéficier de ce, comment dirais-je, de ce point de vue externe, mais plus qu'un point de vue, parce que c'est une structure qui peut énormément faciliter la vie de l'université. Parce que lorsqu'on parle du wali ou du gouverneur ou des personnes qui représentent le monde entrepreneurial dans la région, la société civile, ce sont des gens qui peuvent apporter des éléments extrêmement constructifs par rapport à la gestion de l'université, à sa vision stratégique et à la facilitation donc, de ces tâches. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit juger de telles structures qui sont c'est-à-dire extrêmement utiles à des universités à travers le monde. Donc, on ne crée pas quelque chose ex nihilo et on ne crée pas quelque chose qui n'existe pas sous d'autres cieux. Puisqu'on est en train de parler de gouvernance, Monsieur Nagy, aujourd'hui, selon vous, l'université marocaine, elle souffre de quoi exactement? Est-ce que c'est un problème de gouvernance? Est-ce que c'est un problème de financement? Est-ce que c'est la qualité de l'enseignement ou le manque de vision stratégique, comme vous disiez tout à l'heure en parlant de décisions qui sont, selon vous, court-termistes aujourd'hui ou... C'est tout ça à la fois. Il y a un problème multidimensionnel. Mais est-ce que ce texte répond aujourd'hui aux attentes? Oui, il répond à quelques attentes, mais il ne répond pas aux attentes essentielles. Alors, si on revient à cette question de la gouvernance, on sait toujours que la gouvernance au niveau de l'université souffre de plusieurs maux. D'abord, la composition du conseil de l'université. Il y a une composition pléthorique. Il y a
personnes qui siègent dans le conseil de l'université. Et dans des universités, ça arrive à plus de 100 personnes. Donc, on n'arrive pas à délibérer et à prendre des décisions. Aujourd'hui, on a réduit le nombre de personnes qui siègent dans cet organe. Mais à côté de cet organe, on a ajouté l'organe qui s'appelle Majlis al-Umana. On peut l'appeler peut-être Conseil des gouverneurs. Alors, ce conseil, il a plusieurs missions. Il a plusieurs prérogatives. Il y a des prérogatives qui ont été retranchées au conseil de l'université. Il y a deux grandes prérogatives. Une prérogative stratégique et une prérogative qui concerne l'évaluation. Alors, c'est comme si nous avons déplacé le centre de gravité des pouvoirs de l'État à une tutelle, disons, délocalisée. Indépendante? Pas tout à fait indépendante. Parce que la plupart des personnes qui siègent dans ce conseil sont nommées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc on ne peut pas dire que c'est un conseil indépendant. C'est un conseil qui dépend de l'État, qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur. Il a des prérogatives, et ces prérogatives, ils sont calqués de ce qui se fait dans les universités anglo-saxonnes, comme l'a mentionné ici Al-Fatah. Mais il y a une différence notable. Dans ces conseils, dans les universités anglo-saxonnes, ce sont des personnes externes à l'université qui sont la plupart du temps, ils ne sont pas nommés. Ils sont élus. En plus de ça... Non, du tout. Ce n'est pas le cas. Oui, dans la plupart des cas, ils sont élus. Non. Alors, permettez-moi à côté de ça... Vous savez, vous avez... Non, personnes... Pour qu'on reste dans la... sans aller aux États-Unis. Ici au Maroc, nous avons un certain nombre d'universités. Je mentionnerai l'université Al-Akhawayn d'Ifrane, l'université internationale de Rabat et bien d'autres, qui travaillent avec des conseils d'administrateurs ou un conseil de surveillance ou un conseil quel que soit le nom qu'on lui attribue, ce ne sont pas des élus. Non, effectivement, ce sont des personnalités qui représentent effectivement le monde professionnel, le monde, comment dirais-je, le tissu social, qui représente parfois des locaux, des internationaux, parfois des institutions internationales, toute personne qui peut apporter un plus à l'institution. Mais non seulement qui peut apporter un plus, mais qui peut également bousculer l'université dans le bon sens. Et à mon humble avis, ça rentre dans la reddition des comptes. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut établir des objectifs et il faut avoir, comment dirais-je, des structures qui vont, à un moment donné, demander ces résultats, peut-être à travers des KPIs, donc des indicateurs de performance. Et ce ne sont certainement pas des personnes qui sont élues. Ce sont des personnes qui sont choisies de par leurs compétences et de par leur rôle. Donc voilà effectivement comment les choses fonctionnent. Et maintenant, à côté de ça... Le rôle de moteur de changement. Un rôle de moteur de changement, c'est... parfois, dans des universités à caractère privé, ce sont également les porteurs de projets, c'est-à-dire qui vont défendre leurs investissements. On va laisser M. Naji aller plus loin dans sa réflexion pour qu'il ne perde pas son idée. Merci pour cette précision, en tout cas, pour laquelle vous serez peut-être d'accord, M. Naji, ou pas. Je ne sais pas. Pas tout à fait, parce que... On peut faire référence à un rapport qui est établi par l'Association des universités européennes. Il regroupe toutes les universités presque de l'Europe.
et elle fait un rapport presque chaque 2 ans. C'est un rapport sur la gouvernance des universités. Et dans ce rapport, on travaille également sur l'autonomie des universités. Quel est le degré d'autonomie des universités? Et il y a ce facteur de... Mais l'autonomie ne veut pas dire chèque à blanc, ne veut pas dire... C'est ça ce qu'il ne faut pas confondre. L'autonomie est une chose. C'est-à-dire, revenons au principe. Il faut se mettre d'accord quelque part qu'aucune structure ne fonctionnerait de manière efficace si elle a carte blanche sur tout ce qu'elle fait, si on n'a pas une structure qui n'est pas là pour demander des comptes, pour observer les résultats. Moi, je crois que l'autonomie, parfois, on l'interprète de la mauvaise manière, parce que toute institution qui est livrée à elle-même, sans aucune reddition de compte, je ne crois pas qu'on pourrait s'attendre à des résultats probants, quoi. Voilà. Donc, alors, je n'ai pas terminé mon point de vue. Je disais l'autonomie. Et dans cette autonomie, on parle de 4 dimensions. Il y a une dimension de l'autonomie organisationnelle. Et c'est là où on parle des différents organes de gestion de l'université. Et dans la plupart des universités de l'Europe, surtout dans le côté anglo-saxon, il y a cet organe qu'on appelle parfois l'organe de surveillance, parfois... Ce qui rejoint un petit peu votre idée. Oui. The Board of Trustees, généralement. C'est pour... Là, on parle de board stratégique, n'est-ce pas? Oui. C'est pour faire un certain équilibre entre autonomie et responsabilisation. Alors, l'autonomie de l'université ne veut pas, bien sûr, dire que l'université peut faire ce qu'il désire de faire. Donc l'université, il est responsable d'une certaine stratégie, surtout les universités publiques. Ils sont comptables devant l'État. Et pour qu'ils soient comptables, il y a cet organe de surveillance. Mais dans cet organe de surveillance, il n'y a pas seulement les gens qui sont nommés. Je reviens à mon idée, il y a les élus. Et surtout, qui sont élus par leurs pairs dans le monde académique. Il y a des représentants dans l'organe de surveillance pour faire un certain équilibre entre la vision académique et la vision économique ou bien socio-économique, etc. Et cet organe de surveillance, il a bien sûr comme mission de voir est-ce que l'université respecte les objectifs qu'elle s'est fixés elle-même. Mais pour rester sur cette idée d'autonomie, M. Nagy, est-ce que l'autonomie universitaire prévue est réelle en termes de budgétisation, en termes d'administration et en termes académiques, ou est-ce qu'il y a quand même une certaine dépendance? Bon, on peut examiner cette question d'autonomie sous 4 angles. Il y a l'angle de l'autonomie organisationnelle et à ce niveau, il y a les organes de gouvernance qui sont ce qu'ils sont, mais on peut dire aujourd'hui qu'avec l'ajout de ce nouveau organe, ou un nouvel organe qui est le Conseil des Oumana, ce conseil, il peut jouer un rôle pour faire ce qu'on appelle en anglais check and balance. Il faut avoir cet esprit de, je dirais pas de surveillance, mais un esprit de reddition de comptes, d'accountability qui concerne les universités et le monde académique. Et il ne faut pas avoir peur de rendre des comptes, parce que rendre des comptes, c'est normal dans le monde universitaire. Il suffit de se fixer les règles de cette reddition de comptes et il faut que tout le monde soit d'accord avec ces règles. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est l'autonomie académique. Et à ce niveau, on peut dire que le Maroc est allé assez loin avec les dispositions qui concernent l'accréditation des filières. Donc l'université propose des formations, il y a des organes qui évaluent ces formations et après il y a l'accréditation de ces formations. Peut-être qu'on peut aller
encore plus loin dans cette autonomie académique, mais déjà nous avons quelques traditions dans cette autonomie académique qu'on peut capitaliser. Il y a aussi l'autonomie qui concerne les ressources humaines et c'est là que le bas blesse. Je pense que l'université marocaine n'a pas l'autonomie de ses ressources humaines. Les ressources humaines, même si la loi 0100, à travers l'article 17, a déjà fixé cette vision de la gestion des ressources humaines à travers laquelle elle considérait l'université comme employeur de ses propres ressources humaines. Aujourd'hui, avec la loi 59-24, nous sommes revenus à l'avant loi 0100 et l'enseignant aujourd'hui, c'est un fonctionnaire. Un avis que vous partagez, M. Fatmi? Alors j'ai dit au tout début que je me réjouissais en fait de voir cette évolution parce que moi je crois qu'il faut s'inscrire dans une dynamique de changement, de remise en question parce que ce qui correspond à ce que j'ai dit au tout début face à un monde en changement constant. La chose qui me peine parfois, c'est qu'on ne parle pas assez également de l'effort consenti par l'État dans le monde de l'éducation, dans le domaine de l'éducation en général. Rappelons cela à travers quelques chiffres et des pourcentages et des taux. Aujourd'hui, le Maroc investit dans ce secteur fort, c'est-à-dire primordial, quelques 120 milliards de dirhams, ce qui représente pratiquement presque 16% du PIB. Du budget de l'État, du budget de l'État, et justement qui représenterait quelques 8% du PIB. Bref. Alors, dans un pays qui fait... Approximativement, oui, on va dire 8%. Très bien, mais ce que je dirais aussi, c'est que si on compare cet effort consenti avec la moyenne mondiale, et je donnerais même la moyenne de pays de l'OCDE, qui ne dépasse pas les 5% du PIB. Alors même si c'était 6%, comme vous dites, mais on dépasse même les pays de l'OCDE en moyenne. Maintenant, ça montre que c'est un chantier déjà prioritaire. Non, prioritaire, dans lequel l'État fait un effort qu'il faut reconnaître. Mais il est vrai que la plupart, bien sûr quand je parle de 120 milliards de dirhams, c'est le préscolaire, c'est le primaire, c'est le secondaire et le supérieur. Ce n'est pas absorbé par le supérieur, bien évidemment. Bien sûr. Donc je crois que le supérieur absorberait quelque chose comme 20 milliards de dirhams, ce qui est énorme. Le constat d'abord, c'est que la grande partie de ce budget, elle va dans le budget du fonctionnement. Donc les salaires... 80%. Oui, 80 à 90% pour la partie K-12. L'enseignement supérieur, on va trouver qu'il y a quand même presque 50% qui est investi dans la recherche et dans l'investissement. Donc, cela dit, c'est un constat qu'il faut faire et que aujourd'hui, ce qu'il faut, la chose à laquelle il faut aspirer, c'est de voir une continuité de cette vision pour résoudre les problèmes de l'avenir. Et pour moi, les problèmes de l'avenir et les défis de l'avenir résident justement dans la transformation de l'éducation et l'intelligence artificielle. À l'âge de l'intelligence artificielle. Je crois sincèrement que ça soit un sujet très important. Pourquoi ? Je vais essayer d'être assez bref pour essayer de se projeter aussi dans l'avenir. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, tous les systèmes éducatifs sont appelés
à se remettre en question et se poser la question par rapport à leur rôle demain. Face à... aujourd'hui, je travaille avec des universités, malheureusement pas marocaines, dans le cadre de mon travail de conseil, qui se sont posé cette question. Une adaptation qui doit se faire, mais à quel rythme? Et c'est la question pour le Maroc aujourd'hui à laquelle il faut qu'on réponde. Justement, c'est pour ça que j'ai dit au début que déjà le fait de voir une nouvelle loi adoptée aujourd'hui, elle a passé justement le cap de la Chambre des conseillers. On attend sa promulgation finale. Bien entendu, il va falloir passer à l'application avec toute la partie de l'implémentation. Et je crois que c'est là où il faut également veiller à ce qu'on continue à travailler dans l'évolution. Je vais terminer un petit peu par cet exemple que je viens de donner. Aujourd'hui, la place de l'université par rapport à ces formations, parce que la question de l'employabilité aujourd'hui est mise en question. Il suffit de se poser la question, on va former des étudiants pour quels emplois, sachant qu'un parcours universitaire, c'est un minimum de 3, 4 ans, 5 ans, et si on fait le PhD, c'est plus. On ne sait pas aujourd'hui pour quel emploi on va former. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a aujourd'hui des universités qui se posent cette question. Avec on met aujourd'hui l'accent sur la partie entrepreneuriale. Parce que aujourd'hui, peut-être que la création d'entreprises et la formation multidisciplinaire et justement insister sur les soft skills, chose qui est prévue par la loi, sont aujourd'hui des leviers importants pour faire face aux défis. Dernier mot, je dirais que cette réflexion ne doit pas s'arrêter. Justement, il faut saisir, comment dirais-je, ce momentum, cet élan qu'on a gagné pour continuer dans cette réflexion. Voilà. Justement, pour continuer dans cette réflexion, Monsieur Nagy, j'aimerais qu'on vous demande quelles conditions sont indispensables d'abord à la réussite de cette réforme actuellement en cours. Mais avant de répondre à cette question, je vous laisse poursuivre votre dernier point tout à l'heure. Vous parliez des fonctionnaires. Il restait un point. Je suis avec vous. Oui. Très rapidement pour qu'on puisse avancer parce qu'il nous reste moins d'une dizaine de minutes et qu'il faut avancer dans le débat. Il restait l'autonomie financière. L'autonomie financière, qui est un point clé en plus. Un point clé. Donc, on peut dire que cette loi, il donne des éléments pour cette autonomie financière, surtout à travers la possibilité pour les universités de créer des sociétés. Et les sociétés, ils sont maintenant inscrits dans la loi, même si dans la loi, la précédente loi, qui est toujours en vigueur, on parlait de la création des sociétés, mais il manquait des textes d'application pour pouvoir passer à l'action. Il n'y avait pas dans la loi des éléments précis pour pouvoir appliquer cette disposition, alors que dans cette loi, on parle des sociétés précises. Ce sont des sociétés de développement, de l'éducation, de la formation, et de la recherche. Ça rentre dans les défis à relever, oui, donc en plus du reste. C'est un élément important et ça va donner pour les universités des ressources financières supplémentaires. Aujourd'hui, il y a, à part le budget de l'État, il y a juste des ressources financières qui sont liées à la formation continue, mais il faut aller plus loin pour faire de l'université vraiment un cadre de développement, un cadre qui appuie le développement de la nation dans différents domaines et un cadre d'expertise pour le développement national. Et si on arrive à transformer l'université en ce cadre de développement, il sera capable de réunir des fonds des fonds propres pour pouvoir être autonome financièrement. Donc ça, c'est un élément très important.
Et à part ça, nous avons oublié de parler de cette question de la marchandisation. Justement, j'allais y venir, c'était pour conclure. Et il nous reste 5 minutes, donc je vais vous laisser chacun... on s'est attardé sur les autres sujets, chacun un petit moment. Moi, je reste... la marchandisation et puis ce rapport entre université publique et privée, et la privatisation de la scolarisation... Sincèrement, Madame Khamisi, où est-ce qu'on va? J'aimerais rester sur des notes plutôt positives. Et en reprenant ce que vient de dire M. Neji, je crois que cette nouvelle marge qu'on donne à l'université pour qu'elle puisse créer un tissu d'entreprise, c'est-à-dire lui permettre d'être un incubateur de start-up, de permettre à l'université, à son sein, de créer des initiatives qui peuvent résoudre des problèmes locaux. Et c'est là où toute l'intelligence, je dirais, d'intégrer tous les acteurs régionaux, puisqu'on parle d'université, chacune... et là, je parle plutôt... Et comment est impactée l'université dans ce contexte? Voilà, et donc ça fait quelque part sortir l'université de son cocon, si j'ose dire, pour qu'elle puisse s'ouvrir, travailler avec le monde de l'entreprise, développer des start-up et, vous l'avez mentionné, offrir des formations en temps aménagé pour pouvoir... et répondre à un besoin avec une manière agile et flexible, parce que quand on parle de temps aménagé, c'est-à-dire on peut travailler le soir, on peut travailler le week-end, tout ça, à mon avis, ça fait qu'on est face à une institution qui est ouverte et qui reçoit, comment dirais-je, le feedback, l'orientation, les recommandations du monde extérieur, et qui est installé dans... Je ne dis pas que c'est une panacée, que ça résout tous les problèmes. Ça, c'est pour rester en tout cas sur une note positive. Monsieur Nagy, donc cette marchandisation du savoir à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui. Il y a un risque par rapport à 2 éléments. Le premier élément, c'est ce temps aménagé. Le temps aménagé, il concerne, dans la loi, il concerne les salariés, mais également ceux qui le désirent. Et dans ceux qui le désirent, on peut introduire même les non-fonctionnaires et non-salariés. Est-ce que ça pose problème? Oui, ça pose problème parce que si on ouvre cette voie, cette possibilité que les étudiants payent pour suivre leur formation, bien sûr, on ne peut pas s'arrêter. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la facilitation notable dans cette loi de la création des établissements privés. Dans l'ancienne loi, il y avait 3 paliers. Le premier palier, c'est l'agrément. On donne l'agrément pour ouvrir un établissement. Deuxième palier, c'est l'accréditation des filières. Lorsqu'on ouvre un établissement privé, il faut que les filières soient accréditées. Et le troisième, c'est la reconnaissance de l'État. Alors, la reconnaissance de l'État, elle n'est pas inscrite dans cette loi. On dit même qu'il suffit d'avoir l'agrément pour avoir la reconnaissance. Donc, nous sommes devant une simplification des procédures. Moi, je crois, mais une facilitation. Je n'ai pas eu la même lecture. Encore une fois, je n'ai pas eu la même lecture. On laisse finir rapidement son idée. Vous aurez le dernier mot pour conclure. Une facilitation de la création des établissements privés et on va avoir une accélération de la création des établissements privés. Et peut-être on va se retrouver avec un pourcentage très important des établissements privés au Maroc, alors qu'aujourd'hui nous sommes aux alentours de 17%. Au détriment du système éducatif public. Monsieur Fatmé, le mot de la fin. Voilà, encore une fois, moi je dirais que je n'ai pas tout à fait eu la même lecture que M. Nagy par rapport à cette question. Au contraire, vous la voyez comme un potentiel. Je vais vous expliquer. Effectivement, au Maroc aujourd'hui, nous avons ces 3 catégories d'institutions d'enseignement supérieur selon c'est-à-dire les critères qui sont mis en place. Aujourd'hui, ce que je vois,
comment dirais-je, c'est une envie et une détermination pour relever le niveau de l'enseignement supérieur, parce que on va aujourd'hui exiger un minimum, un seuil minimal pour toute institution privée, que ce soit en termes d'enseignants, leur effectif, leur formation ou d'infrastructures. Donc aujourd'hui, si à travers cette loi, et encore une fois, ça reste une question d'interprétation, je serais tout à fait d'accord si, dans le cadre de cette loi, on va vers un nivellement par le bas. Et je serais totalement opposé à ça. Mais moi, j'ai lu le document comme étant l'opposé. C'est qu'on veut tirer, c'est-à-dire les institutions qui aujourd'hui ne sont pas au même niveau qu'aux autres institutions qui sont aujourd'hui reconnues et qui délivrent des diplômes reconnus par l'État, pour qu'on puisse rehausser le niveau des autres à leur niveau. Donc voilà, moi je dirais, si l'objectif c'est d'aller dans ce sens, je crois que c'est une bonne nouvelle. En tout cas, tout dépend de là où on se place. Voilà. Merci à vous. Mais en comparant les deux versions, c'est-à-dire 0100 et cette nouvelle version, on n'a pas changé les conditions pour donner l'agrément. Donc on a conservé les mêmes conditions. Ça veut dire qu'on nous sommes dans le même niveau de qualité qu'avant. Mais avant, on ne donnait la reconnaissance qu'après avoir respecté plusieurs conditions qui sont ajoutées aux conditions de départ pour avoir l'agrément. Allez, un dernier mot pour conclure, parce qu'on a fini, on est en train de déborder. Le dernier mot, M. Fatoumi, pour répondre à cette... Oui, je serais réellement surpris, parce que je crois que le mot d'ordre et l'objectif, c'est la qualité. Si aujourd'hui, et vous avez parlé de la vision stratégique 2015-2030, le soubassement de cette vision stratégique, c'est bien la qualité. Je crois qu'aujourd'hui, le Maroc a appris la leçon. On sait que ce n'est pas une question de construire des établissements, mais c'est de travailler sur les conditions qui vont aujourd'hui garantir une qualité de l'enseignement. En tout cas, moi, je reste optimiste et j'espère qu'on ira dans le sens de la qualité. Merci à vous, monsieur. À noter que l'ANIAC, qui est l'agence de la qualité, n'est pas mentionnée dans la loi. Difficile de terminer cette émission. Merci à vous, monsieur Abdessamad Fatmi. Je rappelle que vous êtes auteur et expert en politique publique. Merci à vous. Également, monsieur Abdesnasser Naji, vous êtes président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité et de l'enseignement. C'était un plaisir. Et puis, c'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.